Donc Marc de Concha qui va présenter un exemple d'expérience d'unité de recherche, l'UMR d'INAFOR à Toulouse. Bien, bonjour à tous. Merci aux organisateurs de me donner cette opportunité de parler d'une unité qui me tient à cœur, puisque j'y ai passé une bonne partie de ma carrière et que j'étais présent à son origine. Donc c'est l'UMR d'INAFOR à Toulouse. Pour répondre à la commande, j'ai essayé d'identifier des éléments pratiques d'organisation, des enseignements que je tire de cette expérience et de la place de l'interdisciplinarité dans notre activité. Et puis j'ai choisi une façon assez simple de présenter ça, c'est une façon à peu près chronologique. Voilà, et je pense que c'est intéressant parce que ça montre des évolutions, des points de rupture, des points de passage parfois qui ont été un peu compliqués à négocier. Et il m'a semblé que ça pouvait être intéressant d'avoir cette entrée-là. Alors, j'essaie d'appuyer sur le bouton, mais pas trop vite. Donc, d'INAFOR construit dans le début des années 2000 par Gérard Balland, donc, qui était le premier directeur du laboratoire, du SAD. C'est une unité qui est avec une double tutelle INRA-SAD et EFPA, et puis avec des écoles d'ingénieurs, l'ENSAT à l'origine, et maintenant l'école de Purpan. Alors, aux origines de DINAFOR, il y a un écologue des paysages, Gérard Balland, et une discipline chapeau, qui reste aujourd'hui la discipline sous laquelle on s'affiche. Et lorsque l'on est évalué, on a choisi pour l'instant d'être à chaque fois évalué, non pas comme unité interdisciplinaire, ce qui est un choix dans les évaluations d'unité, mais comme une unité d'écologie des paysages. Alors, on va dire, pour une unité interdisciplinaire, ce n'est pas très interdisciplinaire, parce que c'est quand même une discipline. Néanmoins, comme certains l'avaient osé le dire, alors je ne me rappelle pas qui avait dit ça, mais c'est quand même une discipline interdisciplinaire, dans la mesure où, quand on s'intéresse au paysage, à l'espace, à des échelles variées, dans lesquelles il y a des acteurs humains, des acteurs non humains, il y a de l'espace, eh bien, assez facilement, on mobilise différentes techniques, différentes méthodes, différentes disciplines qui sont amenées à être convoquées. Voilà. Au début de l'unité, on avait deux objets principaux qu'on essayait de mettre en relation les uns avec les autres. C'était les forêts paysannes dans les paysages ruraux et leur biodiversité, comment l'une détermine l'autre et comment l'autre pourrait être une ressource pour un certain nombre d'activités humaines. C'est éminemment deux objets qui ont des multiples facettes et qui, eux aussi, dès l'origine, appelaient à une approche, une vision, un regard interdisciplinaire. Et Gérard Balland et la dizaine de personnes qui composaient l'unité à son départ partageaient cette vision-là dès le départ. Donc l'interdisciplinarité ne s'est pas imposée, était fondatrice de l'unité dès son départ. Gérard avait, et le collectif, défini deux éléments qui étaient, d'après nous, déterminants dans cette démarche et sur lesquels on a été très volontaire, très insistant auprès des collègues, mais qui partageaient assez facilement. C'était d'abord de partager, ça a été déjà indiqué à plusieurs occasions ce matin, de partager un objet, un terrain commun. Alors au début, c'était les vallées et coteaux de Gascogne, ensuite ça s'est élargi à des vallées des Pyrénées. En tout cas, le souhait, l'injonction forte faite aux différents collègues, aux différents sujets, aux différents travaux, d'essayer de travailler tous au même endroit. Et ça, c'est à l'évidence, et ça a bien marché, quelque chose qui facilite la discussion, qui facilite les échanges, qui facilite aussi la vie d'un point de vue pratique.
Et puis le deuxième choix, c'était de se doter d'un outil fédérateur. Parce que c'est bien beau d'envoyer les gens au même endroit, mais ils peuvent revenir en ayant vu les mêmes choses, et puis c'est tout. Et donc parmi les premiers recrutements, on a recruté une ingénieure sigiste, Sylvie Ladet pour ne pas la nommer, et on a mis le système d'information géographique au cœur du fonctionnement de l'unité, et toute donnée devait, d'une façon ou d'une autre, venir émarger au système d'information géographique, et toute question pouvait venir piocher dans les données, les informations cartographiques qui étaient là. Et ça a eu, je trouve, un effet extrêmement efficace pour rassembler les gens. Alors peut-être qu'aujourd'hui, cet outil-là est un peu dépassé parce qu'il est accessible à tellement d'autres moyens. Mais en tout cas, l'idée d'avoir un outil fédérateur de ce type-là me semble être une bonne recommandation. Un exemple de travaux que l'on a conduits qui nous a semblé dans l'unité être une bonne réussite de ces approches interdisciplinaires et auxquels j'ai eu la chance de participer, c'est des travaux qui ont associé de l'écologie, de l'ethnologie et de la géomatique. Alors je me suis rendu compte après coup, j'ai mis un signe plus, peut-être que j'aurais dû mettre un signe multiplié pour bien indiquer que ce n'est pas une juxtaposition, mais des interactions entre ces trois disciplines. Donc c'était un travail qui a été autour d'un projet partagé avec des collègues qui étaient accueillis dans le laboratoire, qui a donné lieu à une thèse, la thèse d'Anne Sourdril, et qui nous a vraiment permis de répondre à des questions que nous, écologues, nous posions sur pourquoi nos petites forêts étaient si hétérogènes, qu'est-ce qui faisait que des agriculteurs conservaient ces types de forêts. Et puis les ethnologues, donc on cherchait de multiples raisons pédologiques, écologiques et autres. Et c'est les ethnologues, grâce à l'appui de géomaticiens, qui nous ont explicité que en fait, c'était des raisons sociales, sociétales, d'un système dit à maison, un peu particulier, qui pouvait expliquer ça. Et ça a été vraiment quelque chose d'extrêmement fertile en termes de construction et de démonstration auprès de l'ensemble du collectif de l'unité que oui, des projets interdisciplinaires de ce type-là pouvaient fonctionner et oui, ça produisait des connaissances nouvelles, pertinentes pour les différentes disciplines. Je précise aussi que ça a bien marché parce que on était donc 2 encadrants, l'un écologue, moi-même, et puis un ethnologue, et on a pris du temps, l'un et l'autre, pour se familiariser aux méthodes et aux techniques et aux connaissances de l'un et de l'autre. Ça m'a amené à aller au Cameroun, passer quelques temps avec l'ethnologue, découvrir la façon dont il travaille dans une société que je ne connaissais pas, un monde différent. Et je trouve que cette idée d'une connaissance fine des modes de vie des collègues chercheurs, c'est important. On en reste souvent à des discussions parfois un peu trop conceptuelles ou à des niveaux scientifiques pas assez pragmatiques. Tout ce travail-là nous a conduit à faire une première synthèse de ces efforts de construction d'un projet interdisciplinaire. On y a passé beaucoup de temps. Ça n'a pas été simple à écrire cet article. Il y avait des points de vue différents. Mais en tout cas, tout le monde en a tiré un grand profit d'être parvenu à un moment donné à poser sur le papier un certain nombre d'avancées, de résultats communs que l'on avait construits, de difficultés que l'on avait rencontrées. Et d'avoir fait ce point d'étape-là était quelque chose d'extrêmement utile et important. Ce qu'il y avait dans ce document, les deux éléments que je retiens, c'est qu'il faut imaginer ces dispositifs interdisciplinaires comme étant évolutifs, notamment quand on est dans une unité. Il y a des gens nouveaux qui arrivent, il faut les intégrer avec leurs compétences. Il y a des gens qui partent parfois avec des compétences qui étaient utiles. Comment on fait pour gérer ça ? Comment on le fait ? Notre proposition, c'était d'avoir un découpage un peu modulaire de l'interdisciplinarité. Je vous renvoie à l'article si vous voulez en savoir un peu plus. Et puis, on avait fait aussi le diagnostic de la difficulté de passer de nos cas d'études, nos sites sur lesquels on focalisait tous nos efforts, à des généralités, à des généricités. Comment sortir de ce cas d'études et en tirer, extrêmement intéressant, mais comment en tirer des enseignements plus généraux ? Et ce qu'on avait retenu, et ce sur quoi on a travaillé ultérieurement, c'est de s'impliquer dans des comparaisons et de la modélisation.
Deuxième phase, c'est celle où j'étais directeur de laboratoire pendant quelques années, a été plutôt sur de l'ouverture. Alors là, expérience un petit peu douloureuse, c'est que d'un seul coup, l'interdisciplinarité, elle est devenue un problème. Alors je vous passe un petit peu les détails, mais en gros, les cadres que l'on s'était donnés, ils étaient devenus tellement rigides que ça devenait douloureux, un peu difficile à vivre pour un certain nombre des collègues. Et il y avait objectivement, en tout cas moi je le vois comme ça, c'est pas objectif, en tout cas c'est ma vision des choses, le poids d'un certain nombre de spécialistes de ce qu'était et de ce que devrait être la bonne interdisciplinarité qui dictait la loi et le mode de fonctionnement et qui disait aux autres, ben voilà, ça c'est bien et ça non. Oui, mais tout le monde n'est pas forcément d'accord. Et où est la place de la discussion? C'était l'interdisciplinariste qui parlait pour les autres disciplines, leur expliquant qu'ils n'avaient pas bien compris leur propre discipline, puisque voilà, comment il fallait le lire. C'était aussi, on l'a déjà fait état tout à l'heure, l'idée de discipline instrumentalisée. Où sont, fourmille-moi, les données dont j'ai besoin, moi, pour mon travail? À toi, est-ce qu'elles te sont utiles? Mais je m'en fous. Je caricature un petit peu, mais il y a eu de ça et de ce ressenti-là. C'était aussi le fait que la vision et l'analyse systémique, c'est utile, mais parfois, notamment pour des nouveaux arrivants dans une unité, dans un collectif, ça peut être difficile à appréhender et à comprendre. Et c'est un système complexe, mais cette complexité-là, quand on a mis 10 ans à la construire et à la modéliser, quand on est tout jeune et qu'on arrive, on ne rentre pas aussi facilement que ça, et ça peut être un petit peu douloureux. C'est aussi parfois des échecs dans des tentatives de modélisation. Je vous l'ai dit, on avait dit la modélisation, super, il faut en faire. On a peut-être vu un petit peu gros d'entrée de jeu, et ça a été assez douloureux quand il a fallu se rendre compte que non, on n'arrivera pas à ce qu'on avait visé. Et par ailleurs, et c'était aussi important, on a eu des effectifs qui ont été en croissance énorme, importante. On était passé d'une dizaine à une trentaine de personnes qui ont été très renouvelées. Et donc, quelque part, il fallait re-questionner, remettre en place un nouveau contrat entre les collègues autour de ce que pouvait être un projet interdisciplinaire. C'est ce à quoi je me suis attaché avec les collègues. Et puis on a défini, on a mis beaucoup de temps à définir ce schéma qui décrivait un petit peu notre questionnement de recherche, définissant différents systèmes en interaction, différentes échelles, différents pas de temps. Ce qui est nouveau, ce que vous ne voyez pas forcément là, c'est qu'on a fait apparaître d'abord 3 axes scientifiques qui sont pas des cloisonnements, mais qui sont en interaction, et un des axes, celui qui concerne les systèmes spatiaux, qui était un axe méthodologique et qui renvoie à des collègues qui jusqu'alors étaient plutôt des fournisseurs de données, voilà, qui faisaient de la télédétection, mais qui étaient juste utiles à. Là, on a positionné cette discipline comme étant aussi objet de questions de recherche en propre. Et quelque part, ça a permis d'apaiser un petit peu les choses. Alors, on a ouvert le champ des questionnements, mais ça a ouvert un petit peu les choses. Ce que l'on a mis aussi en place, c'était l'idée d'ouvrir, d'augmenter, d'élargir nos capacités à nous adapter. Donc, on a consacré, et on l'a validé ensemble, l'idée que tout le monde allait consacrer pas mal de temps à la communication interne. Des séminaires internes, voilà, pour partager, pour vulgariser, au sein du collectif, essayer d'ajuster nos discours, nos vocabulaires, nos façons de penser. C'est un intranet, une lettre interne, une démarche qualité qui a été extrêmement utile et non pas vue comme une contrainte par le collectif, mais plutôt comme un moyen d'expliciter un certain nombre de choses. Et on a passé aussi beaucoup d'efforts à mieux gérer l'intendance. L'intendance, c'est que l'interdisciplinarité, ça n'est pas qu'une question des chercheurs. C'est aussi quelque chose qui impacte les ingénieurs, les techniciens, les gestionnaires d'unités. Et jusqu'à maintenant, on avait un petit peu négligé cette dimension-là. Et quand on mobilise des techniciens pour aller travailler avec une ethnologue et puis après coup un agronome et puis un entomologiste, c'est pas simple. C'est pas simple pour ces gens-là, leurs compétences, leur métier. Et donc, on a travaillé avec eux à clarifier ces dimensions-là. On est resté sur notre zone atelier, site d'ILTR, qui était devenu une zone atelier. Et puis, on a élargi à d'autres terrains. On a accepté que les collègues aillent sur d'autres terrains,
et explore de nouveaux domaines, et notamment des sites MAB. On en a parlé ce matin, Isabelle en a parlé, j'étais très content qu'elle en parle, parce que c'est extrêmement enrichissant finalement d'aller aussi projeter ce que l'on a appris sur notre terrain, sur d'autres terrains, et de favoriser ces comparaisons. On a aussi orienté nos soutiens financiers sur des projets émergents à l'intérieur de l'unité et mis en place, par exemple, certaines thèses qui se sont voulues d'interdisciplinarité. Alors, je dis une thèse, je ne défends pas l'idée qu'il faut faire des thèses en interdisciplinarité. Le fait est qu'on en a eu quelques-unes qui ont plutôt bien marché. Mais je pense que c'est effectivement un facteur de risque pour les doctorants. Il faut le faire avec beaucoup de circonspection et d'attention aux situations des doctorants. Voilà, donc une thèse qui a vraiment bien réussi, celle de Nicolas Saliou dans ce domaine-là, qui a été co-encadrée par une géographe sociale, Cécile Barneau, une écologue, Aude Vialat, et un modélisateur, Claude Monteil. Vous voyez vraiment des disciplines très différentes qui correspondaient aux 3 axes que l'on avait identifiés, et un travail qui a donné des résultats qui ont fertiliser une partie des activités de l'unité. Et c'était une thèse soutenue par le métaprogramme SMASH, mais qu'on avait co-construit collectivement dans l'unité. Une des difficultés que moi j'ai identifiées, c'était la difficulté de considérer différents interdisciplinarités internes et externes. Dans une unité, on fait de l'interdisciplinarité en interne. C'est celle du quotidien, c'est celle de la tasse de café, c'est celle des discussions où on voit ses collègues, la façon dont ils travaillent au quotidien. On voit leur carrière, on voit la façon dont ils recrutent, on voit la façon dont ils encadrent, on voit le type de données qu'ils récoltent. On va avec eux sur le terrain et on découvre ce que c'est qu'un entretien avec un agriculteur, et l'inverse, eux, ils découvrent ce que c'est qu'un recensement d'oiseaux. Donc c'est sur le long terme, c'est une façon de se donner du temps, et je crois que c'est extrêmement intéressant. Mais parfois, ça se télescope avec les projets. Et on a eu pas mal de projets en interdisciplinarité. Et l'interdisciplinarité dans les projets, c'est autre chose, parce que parfois, on est sollicité non pas comme une équipe interdisciplinaire, mais parce qu'on a un tel et un tel et un tel qui sont très compétents dans leur discipline, et qui vont faire de l'interdisciplinarité avec des Allemands, des Belges, des Italiens. Et souvent d'une autre façon, sous d'autres formes, plus ponctuelles, parfois partielles, mais aussi parfois beaucoup plus intenses. Pendant 4 ans, on se donne à fond dans ce rapport d'interdisciplinarité. Et je crois que là, il y a quelque chose à réfléchir quand on parle d'interdisciplinarité. Ce n'est pas les deux mêmes, à mes yeux. Et je pense que la première est la plus difficile à construire. Elle dépend des instituts, mais il faudrait la soutenir. Il y a aussi une unité qui fait une recherche en partenariat, beaucoup de partenariats avec des acteurs locaux. Et je pense qu'il y a là une confusion souvent entre l'interdisciplinarité et la recherche en partenariat. On peut faire de l'interdisciplinarité sans faire de la recherche en partenariat sur le terrain. Cette recherche en partenariat sur le terrain, parfois on appelle ça, ou on dit, bon, c'est une recherche de transdisciplinarité. Honnêtement, ça me questionne un petit peu. Parce qu'il y a une idée de pluridisciplinarité, on améliore un peu, c'est l'interdisciplinarité, et puis on élargit encore, c'est la transdisciplinarité. Moi, j'ai le sentiment que la transdisciplinarité, la recherche dans le partenariat avec des acteurs non scientifiques, c'est autre chose, c'est une autre posture, c'est un autre questionnement, et qu'on peut faire de la recherche en partenariat qui ne soit pas interdisciplinaire. Voilà. En tout cas, j'ai une question là-dessus, peut-être qu'on en discutera. Et enfin, un dernier point sur cet aspect de la recherche en partenariat, c'est la place des SHS dans ce type de relation. On a fait très attention dans l'unité, mais c'est souvent quelque chose que j'ai constaté qui revient souvent, qu'on voit les SHS comme étant les facilitateurs des relations sociales avec les acteurs de terrain. Ah ben puisque tu fais de la sociologie, tu vas m'expliquer comment les agriculteurs, on pourrait faire une enquête sur leurs pratiques agronomiques ou ce qu'ils mettent dans les champs, parce que moi quand je les appelle, ils me renvoient bouler. Non, les chercheurs en SHS ont leurs propres questions, ont leurs propres thématiques, et ne sont pas les facilitateurs, les animateurs sociaux pour un collectif. Pas nécessairement, en tout cas c'est eux qui décident s'ils le sont ou pas. Quelques recommandations, je mets un point d'interrogation parce qu'elles valent ce qu'elles valent, c'est que l'interdisciplinarité, c'est un moyen, ce n'est pas une fin. C'est bien mettre continuellement le sujet de recherche au cœur des discussions et non pas l'interdisciplinarité.
Et je pense qu'on a parfois un petit peu cette tendance-là à justifier de l'intérêt d'un projet interdisciplinaire parce que, regardez, on arrive à faire de l'interdisciplinarité. Non, l'intérêt, c'est parce que ça permet de répondre à une certaine question et d'y répondre mieux qu'on n'a pu le faire par avant et avec d'autres moyens. Et souvent, ça amène à se re-questionner sur c'est quoi cette question? Quelle est la question que l'on partage? Bien sûr, en général, on n'aboutit pas à une phrase calée, mais le fait de se re-questionner, de discuter de la question et non pas de l'interdisciplinarité est, à mon avis, une action salutaire. C'est aussi de re-questionner à chaque fois quelles sont les questions disciplinaires. Vous, dans vos disciplines, quelles questions ça évoque pour vous? Et là, je pense qu'il y a assez souvent on ne tient pas assez compte du fait que dans les différentes disciplines, il peut y avoir des controverses, il peut y avoir des courants de pensée qui sont différents. Et que parfois, on entend des projets qui disent ça y est, on est interdisciplinaire, j'ai trouvé un économiste qui est d'accord pour partir avec nous dans notre projet. D'accord, ok, mais quel économiste? Pour quelle économie? Et qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il est d'accord avec les autres économistes qu'on a embarqués dans le projet? Et c'est aussi vrai pour les écologues que pour les économistes ou pour d'autres disciplines. Et tenir compte de ces controverses à l'intérieur des disciplines, je finis bientôt, voilà, bien évaluer et expliciter les différents modes de recherche entre les uns et les autres, tenir compte des rythmes, bon, on l'a déjà dit, de savoir doser cette interdisciplinarité. Une diapositive que j'ai déjà dit tout à l'heure sur le rôle des éléments fédérateurs. Je crois que ça tient quand même à quelques humains qui ont un rôle de meneur, d'animateur qu'il faut qu'ils soient formés là-dedans. On l'a déjà dit sous une autre forme beaucoup plus élégante, de faire attention au ce que j'appelle le trou noir du grand tout. L'interdisciplinarité a une tendance à un élargissement continuel. Et si on rajoutait un historien, et si on rajoutait un psychologue, et si on rajoutait un que sais-je, et on peut aller loin comme ça, il faut savoir s'arrêter un petit moment. Modélisation, j'en ai dit un petit mot, c'est à mon avis quelque chose d'extrêmement utile. Ça demande beaucoup d'énergie, mais ça produira de grands résultats. Et de se doter, de donner le temps collectivement de faire des synthèses. Il y a des supports aujourd'hui de publication, il faut le faire. C'est ce que l'on a fait à Dinafor, une synthèse qui vient de sortir, où une bonne partie des disciplines et des collègues de l'unité ont participé, qui a montré aussi un élargissement de nos thématiques. Voilà, donc c'est un travail qui a pris plusieurs années à être réalisé, mais on s'en est donné les moyens. Et c'est ce qui nous a permis de produire le Dinafor du futur avec un ajustement. Voilà, on évolue encore, on va passer avec une nouvelle direction que je n'ai pas listée là, mais qui était sur la diapo précédente, beaucoup plus collégiale d'ailleurs, de 3 axes à 2 axes avec de beaucoup plus fortes interactions. Donc là aussi, on reste dans la souplesse. Puisque les choses changent, puisque les thématiques changent, puisque les gens ont changé, eh bien faisons évoluer les structures. Et enfin, dernière diapositive, je ne sais pas si on a des démarches de recherche interdisciplinaires, si c'est une recherche interdisciplinaire. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a des collectifs interdisciplinaires. Et que c'est quand même une affaire, et j'ai bien aimé une des remarques qui a été faite tout à l'heure, une affaire de personnes à des moments donnés de leur carrière, à certains moments de leurs envies, dans un certain contexte, et quelque part, il y a de la psychologie là-dedans. Voilà, et donc je remercie tous mes collègues de l'unité qui ont contribué à tout ça, qui ont fait le plaisir que j'ai eu à participer à cette vie-là. Merci Marc. Des questions après cet exposé très riche? Oui. Bonjour, Belém Barrio, basée aussi à Toulouse, mais je suis dans le département santé animale et chef des projets du métaprogramme Samba pour santé et bien-être des animaux en élevage. Ma question est plutôt du côté pratique. On a bien vu que la colocalisation de ces acteurs, c'est un atout, mais la plupart du temps, en fait, on fait de l'interdisciplinarité avec des équipes qui sont éloignées. Donc, comment pallier au mieux à l'éloignement d'après vos expériences? Je pense qu'en tout cas, dans les projets, quand on monte un projet européen et qu'on s'embarque dans un projet interdisciplinaire avec des collègues allemands ou d'autres pays, il faut passer du temps
au début, à expliciter ce que les uns et les autres entendent par interdisciplinarité, la façon de le concevoir. Pas pour défendre sa posture, parce que ça c'est pas très utile, mais au moins pour que les uns et les autres soient au clair sur ce qu'ils entendent dans cette posture. C'est un premier point. Voilà. Je pense de mettre des objectifs plus réduits et plus limités, parce que le temps est limité et l'interdisciplinarité va demander du temps. Le fait de ne pas être sur des mêmes sites ou des mêmes dispositifs va demander du temps. Et donc, parfois, je trouve que nos projets interdisciplinaires auxquels j'ai pu participer ont une ambition beaucoup trop... Enfin, projets au sens contrat de recherche européen, ANR, ont une ambition démesurée. Désolée, une deuxième question. Parce que j'ai vu qu'un facteur important, c'était une bonne communication en interne. Donc, comment établir un peu, pas le même niveau de communication, mais favoriser cette communication à distance? Je pense qu'il faut qu'il y ait des animateurs. C'est-à-dire que c'est quand même... Il y a des gens qui doivent s'en saisir et le faire et être proactifs dans ce domaine-là. Ça ne vient pas tout seul. Ce n'est pas parce qu'on met les gens ensemble et qu'ils ont une bonne volonté de faire de l'interdisciplinarité qu'ils y parviendront. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui, à un moment donné, se colle à aller chercher de l'information et à la faire circuler, à la solliciter, à utiliser des outils, je sais pas, dans un projet classique d'un intranet, d'une newsletter, d'échange de publications, d'une base de données biographiques partagée. Mais ça ne suffit pas, les outils, s'il n'y a pas quelqu'un qui les fait vivre, qui leur donne du sens. Merci d'avoir partagé cette expérience qui est très riche. Je voulais rebondir sur la dernière phrase que tu as dit. Tu as dit en fait l'interdisciplinarité, c'est un moment de sa carrière, une envie, de la psychologie. Et ma question c'est, la personne elle est recrutée dans une unité interdisciplinaire et comment est-ce qu'on gère le fait que selon le moment de sa période ou de son activité, elle veut rentrer dans des projets interdisciplinaires ou pas, quoi. Est-ce qu'elle peut... Comment est-ce que vous avez géré ça à l'échelle de l'unité? Puisque l'unité, la personne est dans un collectif interdisciplinaire. Comment elle pourrait faire autrement que de travailler de manière interdisciplinaire? Alors, la première chose, c'est... effectivement, j'ai dit ça, mais ça n'est pas que ça. C'est-à-dire, quelque part, il faut qu'on en tienne compte, mais l'ambition méthodologique, et c'est bien l'objet d'un séminaire comme ça, c'est d'identifier des façons de travailler, des outils, des méthodes qui facilitent ça. Par contre, il faut tenir compte du fait qu'il y a des humains derrière et que ça renvoie à des représentations de ce qu'est son travail, de ce qu'est son rôle dans le collectif, dans la science, qui sont souvent avec une connotation, une portée personnelle très forte. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut ne concentrer nos efforts que là-dessus, il faut en tenir compte. Voilà. Moi, disons que quand j'ai pris la direction du laboratoire et que j'ai senti ces tensions que j'ai essayé de résumer là, mon opinion, ça a été faut ouvrir, faut lâcher la bride aux gens et dire aux collègues, mais oui, tu peux être dans un projet 100% télédétection, très bien, c'est intéressant. Ce qui compte, c'est que tu viennes nous en parler. Et ça ne te coûte pas grand-chose de venir nous en parler. Voilà. Viens partager avec nous, on a le temps, puisqu'on est dans un collectif qui est ensemble pour une 30aine d'années, on peut espérer, enfin pour longtemps, on a du temps. Donc on peut se permettre, on peut se permettre collectivement que tu fasses un projet 100% SHS. Ce qu'il faut, c'est que tu viennes le réintroduire, nous en parler à nous, collectifs scientifiques dans l'unité, pour que ça apporte et ça alimente notre réflexion interdisciplinaire. Voilà ce que moi, j'ai mis en œuvre. Je ne sais pas si c'est la seule façon de faire. Et puis il y a des échecs, il y a des gens qui ont été recrutés, qui sont arrivés dans le laboratoire et qui n'ont jamais vraiment participé à un projet interdisciplinaire ou au projet interdisciplinaire. Je vous donne une image un peu idéalisée, celle que j'aime bien présenter, mais c'est pas tout le temps comme ça. Voilà. c'est pas exactement ça quand même pour tout le monde, bien sûr.
Oui, c'est pas une question, c'est plus une réponse, je pense. C'est pour faire travailler des gens ensemble dans des projets différents. Il faut vraiment construire le projet avec des tâches, mais des tâches qui soient découpées en sous-tâches où il y a une certaine participation des différentes personnes. Si on construit, nous on a vu ça sur un projet de recherche en France, on était différents organismes, et en fait on a construit des différentes tâches où tous les gens se sont impliqués, et c'est ça qui a permis de créer des choses. Si on reste à un niveau, parce qu'effectivement on ne va pas aller travailler sur le terrain allemand ou le terrain français, mais il faut se créer la possibilité d'avoir des moments d'échange vraiment intenses et très réguliers pour pouvoir communiquer sur ce qu'on fait. Tout à fait, oui. C'était le côté modulaire qu'on avait identifié dans la première étape. Si on est écologue, on a son module d'écologie et on peut passer 80% de son temps à faire de l'écologie que de l'écologie. Par contre, il faut accepter qu'il va y avoir 20% où on va causer avec d'autres gens. Véronique Bellon-Morel. Donc, moi là, je suis à l'UMR ITAP et j'anime l'Institut Convergence interdisciplinaire Digitag. Et je voulais savoir, en fait, tu es dans une unité où il y a déjà l'interdisciplinarité, mais est-ce que des unités dans lesquelles, qui sont un petit peu plus disciplinaires, est-ce que tu penses que c'est possible qu'elles puissent s'intéresser, que les individus, les chercheurs de l'unité puissent avoir cette sensibilité et s'intéresser à des recherches interdisciplinaires? Mais je pense que oui, mais il faut clarifier si c'est pour construire une interdisciplinarité externe, c'est-à-dire s'impliquer dans des projets ANR européens avec d'autres disciplines, ou si c'est dans l'unité de se dire on se donne 10 ans pour qu'on soit plus interdisciplinaire à l'intérieur de l'unité, dans notre collectif, dans les recrutements, dans les futurs recrutements, dans les collaborations qu'on établit, dans les chercheurs que l'on accueille, dans les types de stagiaires que l'on va recruter ou de doctorants. Et ce n'est pas tout à fait, à mon avis, la même démarche. La première est globalement plus facile à faire, parce que si ça ne marche pas, on fait demi-tour, on rentre, et puis on dit ça n'a pas marché, tant pis. L'autre, quand il s'agit de structurer une unité, quand on recrute quelqu'un et qu'on a choisi quelqu'un avec un profil qui est interdisciplinaire, il est là pour un petit moment quand même. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut, je pense, maturer plus longuement. Juste un tout petit commentaire, une question, mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut se centrer sur le questionnement et pas sur le problème de l'interdisciplinarité pour elle-même en tant que telle, ce que tu disais au départ. Mais dans ce cadre-là, quand on se centre sur les questions interdisciplinaires pour elles-mêmes, je pense qu'on se heurte à ce que tu as dit. Est-ce qu'il faut s'arrêter? Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'on élargit ou pas? Mais lorsqu'on se centre plutôt sur les questionnements, je pense que les questionnements, c'est eux qui gèrent les entrées et les sorties des disciplines ou la place qu'elles ont. Donc là, je suis d'accord avec toi, mais je trouve que si on se centre sur les questions, on est moins taraudé par l'idée est-ce que j'ouvre, est-ce que je ferme. Tout à fait. On est d'accord. Et par contre, j'avais une question, c'était, puisque je ne partage pas a priori ce que tu dis, quand tu as glissé en ce qui concerne les recherches partenariales, c'est autre chose que les questions interdisciplinaires. J'aimerais bien que si tu as le temps, que tu en dises un tout petit peu plus. Non, je ne pourrais pas en dire plus. En fait, honnêtement, c'est en préparant cet exposé-là ça m'intéresse, que je me suis questionné là-dessus en me disant, mais pourquoi ça semble aller de soi que la transdisciplinarité serait finalement dans la continuité de l'interdisciplinarité et que les recherches en partenariat s'inscrivent un peu naturellement dans le discours, dans l'interdisciplinarité. Et parfois, on mélange un peu allègrement tout ça. Et je me suis dit, mais finalement, c'est peut-être pas si clair pour ça. Je ne peux pas en dire beaucoup plus. Ça m'a interpellé, honnêtement, en préparant ça. Voilà. Si c'est une critique d'une vision lamarckienne, du style je vais de pluridisciplinarité inter, machin, je la partage complètement. Je pense que ça, oui. Il faut en sortir. Mais en revanche, si c'est l'idée que, du point de vue scientifique, les problèmes qui se posent d'interdisciplinarité sont redoublés par le fait d'être confrontés à des savoirs entre guillemets profanes qui ont leur propre paradigme, qui ne sont pas de l'ordre de ceux qu'on partage entre scientifiques, malgré les différences internes. Ça, à mon avis, la question se pose quand même de savoir si ce n'est pas la même question qui se pose du pluralisme. Ouais. Je l'ai entendu. Ça mériterait
Je l'ai entendu ce matin et ouais, j'ai pas d'avis tranché. Merci beaucoup. Ok, merci Marc.